Bonjour. Alors, quel avenir pour l'Europe et l'Union européenne? Donc, pour ma part, étant secrétaire général du Parti socialiste unitaire national européen, mouvement européiste, je vais défendre la position d'une Europe la plus élargie possible dans son espace continental et une Europe qui, par rapport à l'Union européenne actuelle, est beaucoup plus ambitieuse. Si on doit faire le constat de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, on se rend bien compte dans l'actualité des problématiques extrêmement inquiétantes qui la concernent, notamment la crise grecque, la crise de la dette des dettes souveraines. Et par rapport à ces problèmes-là, beaucoup ont le sentiment que l'Union européenne telle qu'elle est faite aujourd'hui ne propose pas de solution réellement crédible, ce qui amène certains à penser qu'il faudrait revenir en arrière et restaurer les souverainetés nationales classiques. Pour ma part, le constat que je vais faire, c'est que j'estime que l'économique et le politique doivent être absolument indissociables. Et le drame de l'Union européenne actuelle, c'est qu'elle a été pensée pour séparer les deux. Le pouvoir politique reste l'apanage des États souverains. Le pouvoir économique, en revanche, a été complètement mutualisé à l'échelle de l'Europe, dans le cadre d'institutions qui sont peu transparentes et surtout dans lesquelles la démocratie apparaît peu présente. Alors, une solution, ça serait de redonner le pouvoir économique aux États-nations classiques. Donc, ça impliquerait la disparition de l'euro, puisque l'euro est une monnaie supranationale telle qu'elle est pensée aujourd'hui. Une autre solution, et c'est ce que nous proposons, c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire de donner à l'Europe tout le pouvoir politique que les États ont conservé. Et ainsi, on réconcilie l'économique et le politique, mais à l'échelle du continent européen. Pourquoi le continent européen? Parce que nous pensons que par rapport à la mondialisation, l'échelle européenne permet finalement de rendre tout possible, alors que l'échelle des États-nations classiques nous paraît un cadre verrouillé. Très bien, écoutez, en tout cas vous avez l'honnêteté de défendre une position qui est originale, qui je pense ne fait que dévoiler les arrière-pensées des pères fondateurs de l'Europe, et en cela je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Il me semble que dès l'origine, Jean Monnet et les autres souhaitaient cette Europe politique. Mais ils considéraient, à mon avis là à juste titre, que les peuples et que les nations n'étaient pas prêtes. Donc ils ont voulu, à l'origine, faire en sorte que cette Europe soit une Europe économique. L'échec de la CED, qui elle était justement un embryon pour l'armée, du moins d'une Europe fédérale, ayant été rejeté massivement, personne n'en voulait à l'époque. On est donc parti sur une communauté, alors il y a eu la CECA, et puis petit à petit un marché européen économique. Et on s'était dit, on commencera par l'économique, vision c'est vrai assez néolibérale, et puis petit à petit, nous irons vers une Europe politique. Je dirais d'ailleurs que les européistes, dont vous êtes, sont dans cette logique perpétuelle. C'est-à-dire, à chaque fois que l'Europe économique a un problème, vous réclamez plus d'Europe. M. Fitoussi disait exactement la même chose il y a quelques semaines en disant, mais finalement, le péché originel de cette Europe, de l'Europe de Maastricht, c'est d'avoir conçu une Europe économique, une Europe monétaire, une Europe financière, mais pas une Europe politique. Donc, faisons cette Europe politique, ça ira mieux. Ça me fait penser à la marche en avant par le déséquilibre permanent. C'est-à-dire, on bute, le pied bute sur un obstacle, sur un échec, hop, on fait le pas de plus, le pas de plus, le pas de plus, considérant qu'obligatoirement, nous allons vers une sorte de terre promise, qui est l'Europe fédérale, et non vers les abîmes et les abysses qui sont pourtant, semble-t-il, quand on voit l'été encore que nous avons passé, que ce soit sur les marchés obligataires, que ce soit sur la crise de l'euro, que ce soit sur la crise plus générale de la dette, nous sommes pourtant bien loin de cette terre promise qui nous est proposée par les européisistes dont vous faites partie. Oui, alors, déjà, je suis effectivement européiste, mais je ne considère pas nécessairement ceux qui se prétendent tels médiatiquement comme étant réellement des européistes. C'est-à-dire que moi, je considère que l'Europe doit être une finalité. Et un européiste véritable, c'est celui qui voit l'Europe comme une finalité, justement, et pas comme un moyen. Or, beaucoup de ceux qui se prétendent européistes voient l'Europe, en fait, comme un marchepied vers l'État mondial, donc, finalement, se servent du projet européen comme d'un cheval de Troie du mondialisme. Et ça, effectivement, c'est pas l'Europe que j'envisage.
Par contre, vous avez raison sur l'explication de la séparation du politique et de l'économique. Effectivement, l'échec de la CED et de la CPE, la communauté politique européenne qui y était associée, a effectivement empêché, ou a en tout cas limité l'idée d'une Europe politique. Alors, quand vous dites que c'est un rejet massif, je ne suis pas tellement d'accord avec cela. D'abord parce qu'on n'a pas posé la question aux principaux intéressés qui étaient le peuple français. Mais pas sur cette question-là. Et ensuite, on n'a pas, ensuite, il faut voir toutes les combinaisons de la 4ème République qui ont amené à l'échec de la CED au niveau du Parlement français. Et notamment, on peut considérer que Mendès France, qui n'a pas du tout engagé la responsabilité de son gouvernement sur cette question, est le principal finalement responsable de cet échec. C'est-à-dire, bien sûr, les gaullistes de l'époque et les communistes, pour des raisons tout à fait différentes, avaient intérêt à l'échec de la Communauté européenne de défense, surtout les communistes d'ailleurs, mais si les radicaux socialistes, la gauche et la droite modérée avaient pu... Surtout les communistes, vous voulez dire par là que cette Europe était atlantiste? Pour les communistes, en tout cas, stratégiquement, leur idée c'était que c'était une Europe qui était opposée à l'Union soviétique et au modèle, enfin à l'espace soviétique. À tort ou à raison, mais c'est comme ça qu'ils l'ont perçu. Et on peut considérer donc de cette manière que c'est le centre mou qui est responsable de l'échec de la CED. D'ailleurs, il est paradoxal, il n'est pas si paradoxal que ça de voir que c'est la droite traditionnelle qui a voté oui, le MRP en présence, alors que le Parti socialiste était beaucoup plus partagé et que c'est notamment les élus socialistes qui font échouer la CED au Parlement. Donc ça, je suis d'accord avec votre point de vue historique sur cette question, qui est incontestable. Ensuite, sur l'idée de l'Europe qui était proposée, et ça c'était depuis le début, c'est une Europe des États. L'Europe actuelle est une Europe des États, ce sont des traités entre États qui décident de mettre en commun un certain nombre de choses. Nous, on n'est pas du tout ce setting-là, et la méthode européiste que nous voulons employer est tout à fait différente de cette méthode qui a été mise en place depuis effectivement la CECA. C'est-à-dire que l'Europe politique, on sait très bien qu'on ne l'aura pas avec les États actuels, car les dirigeants ne prendront pas le risque de perdre leur pouvoir actuel pour une nouvelle structure qui, au lieu d'avoir 27 chefs d'État, ou 46 chefs d'État et le gouvernement d'ailleurs dans le cas présent, dans la grande Europe qu'on veut faire, il n'y aurait plus qu'un. Et donc, si l'Europe, on ne peut pas l'obtenir, cette Europe politique que tout le monde, comme vous le dites, que beaucoup de gens évoquent, il faudrait faire l'Europe politique. Mais dès qu'on commence à parler de solutions pour le faire, il n'y a plus personne. Nous, on a une solution, et la solution qu'on propose s'inspire d'ailleurs assez fortement du modèle républicain français d'origine, et la Révolution française de 1789. C'est-à-dire que, actuellement, il y a un Parlement européen qui a un mode de scrutin relativement satisfaisant, qui est proportionnel, même si elle est modérée dans un certain nombre de pays, et qui donne une vision assez honnête de l'espace politique et de l'opinion politique européenne actuellement. Or, ce Parlement européen, qui n'a absolument aucun pouvoir réel aujourd'hui, qui ne peut pas proposer de loi, et dont les députés sont plus des représentants que des gens de pouvoir, eh bien, du fait de la légitimité démocratique qui peut être la sienne, il peut renverser le système de l'intérieur. C'est-à-dire que l'idée, c'est que finalement, les États généraux de la République française, du roi, en 1789, avaient comme vocation de voter l'impôt. Et leur mission, c'était voter l'impôt. Point. Si vous restez légaliste, ils votaient l'impôt et ça se limitait à ça. Or, ils se sont dit qu'ils avaient la légitimité du tiers-État, donc la légitimité populaire, pour renverser le système. Et bien, quand le Parlement européen, notre démarche, c'est exactement la même chose. Si des députés européistes sont majoritaires au Parlement européen, ils autoproclament le Parlement européen Assemblée européenne constituante et mettent fin de manière unilatérale à tous les États existants par la légitimité populaire qui est la leur. Mais oui, mais déjà, en effet, pour faire cette Europe, faudrait-il avoir cette légitimité populaire. Et cette légitimité, aujourd'hui, elle vous manque. En 2005, le traité de constitution européenne, dit Constitution Giscard, a été invalidé par le peuple français à hauteur de 55%. Je pense qu'en 1992, quelques semaines, quelques jours de campagne supplémentaires auraient probablement de même invalidé le traité de Maastricht. Il n'y a pas d'adhésion populaire au projet que vous soumettez à notre opinion et à notre analyse. Et je dirais que c'est la première des grandes problématiques. C'est-à-dire que là où je vous rejoins totalement, c'est que, en effet, l'Europe est pour beaucoup, je pense à quelqu'un comme Attali par exemple, qui ne vise que le gouvernement mondial, un marchepied, un moyen et non une fin en soi. Je dirais même qu'en Europe, Pierre Manant le disait très bien, entre autres dans La Raison des Nations, l'Europe telle qu'elle est perçue par les européistes, au moment même où ils disent Europe, ils annulent l'Europe parce qu'ils visent plus loin. D'ailleurs, on peut considérer que cette Europe, qui au début était une Europe à quelques-uns, est devenue maintenant, du fait des élargissements successifs, une Europe qui irait jusqu'au bout.
l'Atlantique à l'Oural, faut-il ou non intégrer la Turquie, etc., etc., autant de sujets sur lesquels on pourra peut-être débattre d'ailleurs après. Donc, oui, il y a cette originalité chez nous qui est l'idée d'un État-nation, finalement, européen. Parce que finalement, vous n'êtes pas opposés, nous sommes tout à fait l'un comme l'autre pour une nation, sauf que notre nation n'est pas la même, finalement. Vous, votre nation est à l'échelle de l'Europe, vous expliquerez probablement pourquoi ensuite, du fait de la mondialisation, ces contraintes d'après vous. Là où je considère, moi, que le bon échelon, et non dans un cadre de subsidiarité, mais que le bon échelon, c'est l'échelon national. Déjà parce que c'est l'échelon de toujours. Vous parliez de la Révolution française, mais il n'y a pas qu'Alexis de Tocqueville, pour l'avoir dit, il y a une continuité entre l'Ancien Régime et la Révolution. Il n'y a pas que la République qui a fait la nation française. Il y a aussi la monarchie, il y a cet Ancien Régime. Donc il y a une continuité. Et je dirais que les solutions qui sont proposées et qui sont des solutions de continuité sont des solutions qui reçoivent l'adhésion populaire. Vous êtes dans une logique de rupture, dans une logique finalement de tabula rasa, de table rase. On fait table rase du passé, on fait table rase des nations millénaires dans le cadre de notre nation. On fait table rase du droit, même s'il existe pourtant déjà un droit dérivé européen dense, tous les jours un peu plus dense et réglementaire. Vous faites table rase finalement, et quel est votre modèle européen? Il me fait diablement penser au modèle soviétique. Vous n'êtes pas dans un modèle de type américain. Le modèle américain, c'est une conquête, c'est un peuple qui avance vers l'ouest, c'est une nation qui se fonde sur un territoire en plus non pas inconnu, non pas désertique, mais en tout cas de peuplade qui n'était pas entrée dans l'histoire. Votre modèle, vu son étendue, n'est pas l'État fédéral allemand. Votre modèle, finalement, c'est un grand principe universel. Donc vous allez pouvoir peut-être nous préciser d'ailleurs ce qu'il y a derrière votre Europe fédérale. Et ce principe, vous voulez l'imposer à un certain nombre d'États-nations, comme à un moment donné, l'Union soviétique s'est fondée. Donc non seulement vous êtes dans cette logique qui a été invalidée par l'histoire, avec la chute du mur de Berlin, avec l'effondrement de l'Union soviétique. Et la deuxième problématique auquel vous allez être confronté très rapidement, c'est qu'exactement comme avec l'Union soviétique, vous allez avoir un pouvoir dominant. Vous allez avoir un État-nation dominant dans votre système, obligatoire. C'est-à-dire espérer que tous ces États viendront à égalité former cette nouvelle nation européenne est une vue de l'esprit, parce qu'encore une fois, vous faites, du fait d'un idéalisme, de grands principes que vous voulez plaquer sur la réalité, vous oubliez la réalité et les rapports de force. Et les rapports de force, c'est que cette Europe que vous proposez, non seulement ressemble à une Europe des soviets, mais en plus de cela, sera une Europe allemande. Parce que l'État, la nation dominante dans le schéma européen, surtout si vous limitez, comme vous semblez vouloir le faire, l'Europe a la Mitte Europa et peut-être un peu l'arc méditerranéen, vous pourrez nous en dire plus sur le sujet, eh bien ce sera une Europe donc qui sera une prison des peuples et qui sera sous tutelle allemande. Voilà un petit peu, mais vous allez certainement me convaincre bientôt du contraire, l'image que j'ai de cette Europe que vous prenez. Alors, il y a deux points qui sont très importants. Vous parlez, et je vous attendais là-dessus, parce que c'est un thème assez classique, du référendum de 2005. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais moi j'ai voté non. Et pourquoi j'ai voté non? Parce que je suis européiste, justement. Plus d'Europe, toujours plus d'Europe. Et surtout que je ne voulais pas que le terme de constitution européenne soit dévoyé. Alors pour moi, c'était un nouveau traité. Parler de constitution européenne dans un contexte comme celui-ci, c'était une forfaiture. Et donc, j'ai estimé que par rapport à mes propres positions, il n'était pas concevable que je soutienne un mauvais texte pour le principe qu'il est prétendument présenté comme pro-européen. Ensuite, il y a un paradoxe dans le vote négatif pour l'Union européenne, c'est-à-dire que d'abord les raisons sont extrêmement nombreuses. D'abord, c'est un traité. On vote sur une question précise, on ne vote pas pour ou contre l'Union européenne, on vote pour un traité. Moi, honnêtement, je suis convaincu que toute personne qui aura essayé de lire le traité sera amenée à voter non. Parce que ce traité est complexe, on ne pose pas une question au peuple sur des choses extrêmement complexes qui n'ont pas beaucoup de sens et qui ne font finalement qu'intéresser les technocrates.
Et le paradoxe, c'est que le vote non a été multiple. Il y a un vote social pour le non. Il y a un vote, on voit très bien sur la carte électorale que les milieux les plus populaires ont voté non, que les milieux, on va dire, les plus bourgeois ont voté oui, pour simplifier. Mais il n'y a pas que cette vision-là. Il y a une démarche de protestation contre le gouvernement en place qui propose le référendum, contre les institutions éventuellement. Et puis, il y a un vote plus particulier, qui est le vote des banlieues. Or, il y a une chose qui m'intéresse, moi en tout cas, et je trouve que c'est jamais dit, c'est que ma théorie, alors après il faudrait vérifier socialement et par une étude extrêmement précise, mais pour simplifier, je considère que sans le vote des banlieues, le oui aurait gagné. En tout cas, c'est à la limite. Et donc, ça et puis sans le vote des femmes en 1965, François Mitterrand aurait été élu président de la République. Vous savez, oui, non, mais comment dire, ça n'est pas sans enjeu. Ça pose une question de fond, parce qu'effectivement, il y a des populations qui ne se sentent pas européennes du tout, et qui n'ont aucun intérêt à soutenir un projet européen, quel qu'il soit. Ça ne les intéresse pas, ça ne les concerne pas. Et on ne peut pas leur reprocher. Ils ne votent pas. Mais comme De toute façon, vous n'avez pas d'adhésion populaire. Vous pouvez en effet dire qu'il y a une pluralité, du pourquoi du non. Vous avez raison, on ne peut pas, personne n'aurait pu, d'ailleurs 2 ans après, personne à la présidentielle ne s'est revendiqué, même Philippe de Villiers, encore moins Philippe de Villiers que les autres, ne s'est revendiqué d'avoir 55% des Français derrière lui. Je vous dis que votre projet européen n'a pas l'adhésion populaire. Ce n'est pas pareil. Alors, l'adhésion populaire, ça se gagne. Effectivement, qu'on l'ait aujourd'hui, on ne l'a pas. Sinon, d'ailleurs, je ne serais pas invité par notre ami Jean Robin, mais je serai sur TF1 ou sur France 2 pour vous expliquer mon Europe. Et ensuite... Et vous ne daigneriez même pas... Écoutez, je ne suis pas dans cette mentalité-là. Je ne suis pas dans cette mentalité-là parce que justement, à la différence d'autres hommes politiques qui bénéficient de la cuillère dans la bouche directement ou d'un héritage familial offert, comme dans les entreprises, pour ne pas nommer quelqu'un qu'on voit souvent à la télévision aujourd'hui. Donc, à partir du moment où on a vécu la difficulté de la marche, de la montée, vers le pouvoir, ce qui aujourd'hui est tout à fait utopique pour le moment pour nous, on a la modestie de savoir, que d'autres ont les mêmes aspirations, ont légitimement le droit de pouvoir les exprimer. Donc, sur la question de l'Europe, je vous arrête tout de suite. L'idée d'une Europe allemande, c'est une idée classique de dire, voilà, pourquoi. D'abord, première nuance, nous, on est favorable à la Russie dans l'Union européenne, ce qui veut dire que la Russie équilibre déjà l'Allemagne automatiquement, vu le poids démographique de la population russe. L'Ukraine, c'est presque 45 millions d'habitants, l'Italie, l'Espagne, la Pologne, l'Angleterre, la France, ça s'équilibre. C'est la logique. Je vais dans la logique de votre argumentation, c'est-à-dire de considérer que nécessairement l'Allemagne serait la première puissance de l'Europe. Alors en matière économique industrielle, il est vrai, par contre il faut reconnaître que l'Allemagne est pour le moment plutôt un moteur économique pour l'ensemble du continent que le contraire. Elle sera grande notre Europe. Mais c'est une Europe sans la Turquie, c'est-à-dire que c'est une Europe cohérente. C'est une pression. Plusieurs centaines de millions de... Oui, mais l'Inde et la Chine sont des pays d'1 milliard d'habitants, on ne peut pas considérer que ce sont des pays, sans civilisation, sans racines, et sans cohérence. Et pourtant l'Inde est plus variée au sein de sa population que l'Europe. Vous croyez qu'un Portugais aujourd'hui, ce qu'on appelle le mot méditerranéen traditionnel, et le slave de Saint-Pétersbourg ou de Kiev, vous pensez qu'il n'y a pas de différence? Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de différence, mais je pense que c'est un ensemble homogène. Beaucoup plus homogène, par exemple que l'Inde. Quand vous prenez le pays Tamil, par exemple, et vous prenez la province de Haryana, c'est un modèle, autour de New Delhi. Je n'ai pas dit que c'est un modèle. Je dis qu'on a un État beaucoup plus hétérogène et qui, avec ses faiblesses, malgré tout, tient à peu près le coup. L'Europe est beaucoup plus homogène que ça. Il y a une parenté entre les Européens et c'est pour ça qu'on veut fonder aussi l'Europe. L'Europe, c'est pas simplement une définition, je crois que c'est un géographe russe du XVIIIe siècle qui avait décidé de dire que l'Europe c'était l'Islande à l'oral. C'est une convention. Une convention, ça reste tout à fait théorique. Je pense que l'Europe, c'est pas seulement une civilisation, c'est pas seulement un continent, c'est une parenté. Que les Européens ont en commun entre eux une origine, une culture, une religion en commun qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est une spécificité. L'Afrique ou l'Asie sont des continents extrêmement hétérogènes. Il y a une variété de populations absolument considérable. Ce n'est pas le cas de l'Europe. Un slave, un germain, un celte, un grec, un latin, c'est vrai que ça a été démontré scientifiquement au XIXe siècle, mais intuitivement c'était déjà considéré comme tel auparavant. Il y a une parenté, la parenté indo-européenne, qu'on peut même élargir à des populations non indo-européennes, d'ailleurs les Basques, les Caucasiens ou les peuples finno-ougriens, qui sans être des Indo-Européens sont extrêmement proches de nous dans tous les autres niveaux. Vous me faites abstraction complètement du bassin méditerranéen. C'est pour ça que je donnais l'exemple portugais. Les Portugais sont des Latins, les Latins sont des Indo-Européens. C'est
c'est pas du tout la même chose que l'Espagne, par exemple, dont on peut penser qu'en effet les Ibères sont en effet issus du européen. Au Les Portugais, c'est vraiment l'individu qui, à l'origine, peuple le bassin méditerranéen. Vous faites abstraction, j'ai l'impression, et d'ailleurs j'ai l'impression que finalement c'est l'Occident dont vous nous parlez. Cette Europe dont vous nous parlez, c'est l'Europe occidentale. À ce moment-là, on se demande d'ailleurs pourquoi vous ne franchiriez pas allègrement l'Atlantique. Oui, alors je vous réponds très clairement là-dessus. D'abord, parce que les États-Unis sont nés de la négation de l'Europe, c'est une fuite par rapport à l'Europe. Bien sûr, ils sont porteurs aussi de la situation européenne indirectement par leur marqueur identitaire. Mais les États-Unis sont nés d'un principe qui est le déracinement. Parce qu'ils ont quitté la terre d'Europe, et quand on quitte sa terre, eh bien, on n'emmène pas la patrie à la semelle de ses souliers pour reprendre l'expression de Danton. Et donc c'est autre chose. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une parenté entre les Américains et les Européens. Mais je dis que cet éloignement et que l'histoire des États-Unis a amené à une rupture fondamentale. Donc, vous voyez que ce n'est pas que la parenté, c'est aussi la parenté, mais c'est toute une démarche psychologique. Alors, sur cette question, parce qu'il y avait beaucoup de choses dans votre argumentation qui sont dignes d'intérêt et sur lesquelles il faut rebondir, je dirais que voilà, cette parenté, effectivement, peut-être que vous n'avez pas autant conscience. Par exemple, si on prend l'exemple du Portugal, vous l'avez pris, donc je rebondis sur le Portugal. La différence entre le portugais et un espagnol est assez discutable. D'abord, les Galiciens parlent une sorte de dialecte qui est proche du portugais. Le Portugal et l'Espagne, au XVIIe siècle, ont formé un seul pays. À l'époque romaine, ou à l'époque même visigothique. Vous croyez que l'Andalousie est indo-européenne ? L'Andalousie n'est pas moins indo-européenne que la Galice, que la Catalogne ou le sud du Portugal. Et la langue portugaise est très proche de l'espagnol aussi par certains aspects. Bon, il y a des différences, il ne faut pas les nier, mais... Donc l'histoire, vous voyez, on a un passé ibérique. Ce passé ibérique concerne la Lusitanie, le Portugal comme l'Espagne. Il y a un passé romain qui concerne il y a un passé celte. Les Celtibères ne se sont pas arrêtés à la frontière du Portugal actuel. Et c'était l'ensemble de l'Hispanie romaine. D'ailleurs, l'Hispanie romaine comprenait le Portugal actuel. Pourquoi est-ce que vous ne remontez pas carrément à ce moment-là à la guerre de Troie ? Je pense qu'on peut même remonter au paléolithique si vous voulez, c'est pas un souci là-dessus. Non mais voilà, et en quoi finalement, là la question clairement, en quoi est-ce que votre vision d'un État-nation européen, ou d'un État européen, ou d'une nation européenne, diverge de... Vous dites être européiste, moi je dis que vous êtes occidentaliste. Occidentaliste à partir du moment où je suis pour que la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie fassent partie de l'Union européenne, je ne vois pas tellement en quoi je suis occidentaliste au sens courant du terme. Israël aussi ? Non, pas Israël, parce que Israël a un destin personnel spécifique dans ce schéma. Israël, c'est un pays qui fait le choix, et c'est quelque chose que je trouve extrêmement respectable, d'un retour identitaire à ses racines. Donc c'est un choix qui n'est pas un choix de l'Europe, puisqu'en fait, les langues hébraïques, par exemple, qui est la langue, nationale d'Israël est une langue sémitique, il y a une volonté de se ressourcer dans le Moyen-Orient. Alors, ils n'y arrivent peut-être pas aujourd'hui parce qu'ils sont face à l'islam et que dans les pays arabo-musulmans, ce souci identitaire de retourner à ses racines est très faible. Vous avez peut-être quelques philosophes ou quelques historiens égyptiens qui veulent ranimer la foi des pharaons, ou peut-être quelques Irakiens qui se souviennent de Sumer et d'Akkad, mais globalement, l'islam de ces pays détruit, ou en tout cas cherche à camoufler les racines ancestrales de ces peuples. Donc le souci est un petit peu différent. Mais on s'éloigne du sujet principal. Non, l'occidentaliste, ça serait par exemple que je sois pour une alliance Europe-États-Unis. Ce qui n'est pas du tout ce que je propose, puisque je propose non seulement la disparition du traité de l'Atlantique Nord, mais le départ de toutes les bases américaines en Europe. Et je suis totalement opposé, comme le sont d'ailleurs les Russes, à l'idée d'un pays... Pour une Europe européenne. Pour une Europe totalement européenne, souveraine au sens strict. C'est-à-dire que la différence entre vous et moi, pour la simplifier, c'est une question d'échelle. C'est l'Europe pour moi, effectivement. Pour vous, c'est l'État national classique. Mais là où vous pensez que l'Europe est telle qu'on la conçoit, et pas seulement l'Union européenne, et serait un carcan pour les peuples, moi je prétends le contraire. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes prisonniers des États. Les États sont les geôliers du peuple. Et comment ils nous tiennent ? Eh bien, ils nous tiennent par la Constitution, ils nous tiennent par l'oligarchie financière, par les médias aussi, qui sont peu représentatifs de l'opinion générale. Et donc, nous sommes prisonniers de nos États. Et la seule façon de se libérer d'États qui au départ devaient être nos défenseurs et qui sont devenus nos oppresseurs, eh bien, c'est l'Europe. C'est au niveau de l'Europe qu'on peut les briser, et qu'on peut libérer nos peuples et notre peuple de cette situation. Parce que si vous revenez dans le cadre national, vous serez otage du Conseil constitutionnel, du Sénat, où De Gaulle n'a pas réussi à déboulonner,
de la Constitution, et surtout vous hériterez de toutes les erreurs des politiciens depuis 40 ou 50 ans en France et dans tous les autres pays d'Europe. Et là, l'intérêt de l'Europe comme État-nation, un État vierge juridiquement, et vous disiez table rase, c'est pas une table rase civilisationnelle, on assume toute la civilisation européenne, tout son passé, tout son historique, tout son héritage. En revanche, on n'assume pas le passé juridique de l'Europe et les erreurs des politiciens. Et l'idée d'une Europe État-nation ex nihilo, même si en réalité elle s'appuie sur une identité européenne profonde, c'est le moyen de ne plus avoir à assumer les politiques d'irresponsables qu'ils ont dirigées par le passé. On remet à zéro la situation, on remet les compteurs à zéro, et on donne la possibilité à tous les Européens de s'exprimer sur tous les sujets. Aujourd'hui, la peine de mort, l'Union européenne vous interdit d'avoir le droit d'être favorable à la peine de mort. Moi, je suis ni pour ni contre, je suis pour la démocratie, le peuple tranche sur ces questions. Mais la Constitution française vous l'interdit de tout temps. Donc opposer un État-nation français restauré qui pourrait tout à une Europe totalitaire, non. Et je finis enfin par rapport à ces questions sur l'Union soviétique. L'Union soviétique est née d'un coup d'État non démocratique. Le Parti communiste, le Parti social-démocrate russe, le POSDR, s'est imposé par un coup d'État pur et simple. À l'époque, c'était d'ailleurs possible. Et ensuite, de toute façon, on a bien vu effectivement que très rapidement, c'était le nationalisme grand russe qui prenait le pas sur toutes les autres nationalités d'ailleurs. Parce que, effectivement, là vous avez parfaitement raison, c'était une structure qui s'imposait par le haut. Mais à partir du moment où nous, on se fonde sur la légitimité démocratique, la légitimité populaire, que ce qu'on veut, c'est convaincre notre peuple, les Européens, de bien fonder notre démarche, et qu'on veut, mettre en place cela par le débat et par les élections, on ne peut pas nous accuser de vouloir faire un projet qui ne serait pas entré à l'Union soviétique ou au Troisième Reich ou à toutes sortes d'équivalences. Je prends bonne note de vos remarques. Sur de nombreux points, notre accord est entier, entre autres sur les dérives de l'État. Est-ce une raison parce qu'en effet l'État est à réformer, qu'il n'a pas été réformé durant ces quelques dizaines de dernières années, on va dire 30 ou 40 ans, que l'État a besoin d'être réformé en France, est-ce une raison suffisante pour abandonner la nation? Il ne me semble pas. Est-ce que l'on doit se jeter dans l'aventure d'un peuple européen? Vous parlez beaucoup de démocratie. D'ailleurs, à nouveau, je le répète, et je le rappelle, comme beaucoup de gens qui ont des tendances, on va dire, qui sont pour la guerre des civilisations, pour l'Occident, ils ont beaucoup ce mot de démocratie à la bouche. Ils oublient que la démocratie, démos, c'est le peuple. Ils font un mélange, un amalgame finalement entre la civilisation et le peuple, alors que c'est deux notions qui sont totalement différentes. L'une est culturelle, finalement le tout regroupé sous un chapeau philosophique, quelques grands principes philosophiques. Tout ça n'est pas basé sur la réalité. La réalité, elle est millénaire. Vous parliez de psychologie tout à l'heure, je pense qu'il y a de grands archétypes et que l'homme est attaché à la nation parce que la nation est un archétype. Et la nation, elle ne se fonde pas comme ça, sur ex nihilo, à partir de rien. C'est quelque chose qui se bâtit au travers un certain nombre, je dirais, de mythologies. La France, par exemple, c'est Francion, c'est un héros de la guerre de Troie. Il y a d'ailleurs toujours, à l'origine de toute création, de toute subjectivité, un hiatus entre les Francs et les Gaulois. Il y a les peuples gaulois et puis la nation franc. En tout cas, c'est une histoire partagée, millénaire. Et on ne peut pas faire comme ça l'impasse, parce qu'en effet, et là je vous rejoins, nous avons un problème avec l'État, nous avons un problème avec la manière dont l'élite occidentale, je suis désolé de le dire, l'élite européenne, parce que comment est-ce que vous allez la fonder, vous allez fonder votre peuple? Déjà, il n'existe pas. En tout cas, aujourd'hui, il n'existe pas, ce peuple européen. Si ce n'est, c'est une vue de l'esprit, est-ce que c'est une géographie, est-ce que c'est une parenté? Une parenté, ça va éventuellement pas suffire, il y a des frontières. Alors, les frontières font d'ailleurs, vous pouvez avoir une parenté avec celui qui est de l'autre côté de la frontière, et pourtant il y a une frontière, ça a toujours été comme ça. Sinon, vous ne vous arrêtez plus avec la théorie de la parenté. C'est-à-dire que celui qui est juste, pourquoi est-ce que celui qui est juste à côté, qui est votre voisin, il faudra bien une frontière à votre nation européenne? Et celui qui est juste de l'autre côté de la frontière, vous pouvez vous dire en quoi il est moins parent que celui qui est de l'autre côté par rapport à celui qui est juste derrière. Finalement, je dirais, c'est tout de même très conceptuel. Donc mais par contre, pour revenir sur les
l'État. C'est en cela d'ailleurs que je me distingue des thèses habituellement, on va dire, d'archéogolisme, de souverainisme pur et dur. Je ne suis absolument pas un défenseur de l'État tel qu'il existe aujourd'hui. Je reconnais que c'est une des astuces, finalement, c'est encore une fois un manque de courage, de volonté de la classe politique française. Nous savons que l'État est à réformer, et puisqu'ils n'ont pas le courage de le réformer, ils essaient d'imposer cette réforme de l'État, soit par le haut, soit par le bas. Vous voulez vous servir, vous, finalement, un petit peu de l'Europe. Vous auriez pu nous parler peut-être des régions, vous êtes peut-être pour une Europe des régions, demeurant. Oui. Vous êtes là, voilà, c'est typique du casse-noisette. C'est-à-dire que vous allez casser l'État-nation par le supranational et par l'infranational. C'est la vieille technique, en effet, des européistes depuis toujours, mais c'est au final une élite et une classe politique qui n'a pas le courage de réformer. Il faut réformer l'État-nation. Il faut savoir que l'État-nation, il n'a pas... Là, je ne partage pas non plus votre angélisme, par contre, vis-à-vis de l'État, comme quoi il nous aurait protégés avant de nous oppresser. Depuis l'origine, Bertrand de Jouvenel le disait bien, depuis l'origine, l'État se comporte vis-à-vis de ses peuples et vis-à-vis de sa nation comme un envahisseur étranger. Dès le début, c'est un organisme parasitaire qui cherche à s'étendre par tous les moyens, et je crains d'ailleurs que votre nation européenne, ce sera non seulement plus d'Europe, mais je ne vois pas comment ça pourrait ne pas être aussi plus d'État. Alors, sur les frontières, par exemple, c'est une très bonne question. Effectivement, moi je suis de Lorraine, et l'Alsace-Voisine et la Lorraine du Nord, comment dire, la Moselle, le Francique, qui est voilà. Et donc, effectivement, la frontière entre l'Allemagne et la France est une frontière administrative. Alors, historiquement, effectivement, elle a changé à plusieurs reprises. Et à partir du XVIIe siècle, effectivement, l'Alsace est rattachée à la Royaume de France. Mais votre exemple est tout à fait vrai. Mais il devient complètement erroné si on prend Gibraltar, si on prend la frontière maritime très fine entre le Maroc et l'Espagne, si on prend le fleuve Amour, qui distingue la Russie asiatique par la géographie, mais européenne par le peuplement de la Chine, juste en face, et pareillement de la Turquie, sur la petite frontière trace de la Turquie par rapport à la Grèce ou à la Bulgarie. Donc là, on a des frontières tangibles, des frontières concrètes. Et moi, je ne pense c'est pas une mer intérieure, la Méditerranée, c'est un lac intérieur. Et justement, c'est ce que pensaient les Romains. C'est parce que les Romains pensaient ça qu'ils sont allés s'aventurer à conquérir l'Égypte et l'Orient, les mettant en conflit avec l'Empire perse millénaire aussi. Et finalement, à force de se massacrer entre deux empires qui n'avaient pas d'intérêt commun, favoriser un troisième larron qui peut ensuite, comme l'islam l'a fait, s'imposer partout. Alors qu'on regarde aujourd'hui, dans la maison, on pourrait envisager... Parce que si les Romains avaient fait l'Europe, quelque chose de tout à fait, de bien plus pacifique, d'un développement harmonieux, si les Romains avaient, n'avaient pas mis toutes leurs troupes en Afrique et en Asie, ils auraient pu romaniser les Germains sans trop de difficultés et aller sans doute romaniser les Slaves, je vais y arriver. J'ai envie de vous arrêter là, juste un instant, pour vous dire que tout à l'heure, vous nous disiez qu'on n'avait pas la même échelle pour des raisons liées à la mondialisation, à la globalisation. Donc si vous pouviez revenir au temps présent, là, pour nous expliquer un petit peu cette nation européenne, pourquoi est-ce que finalement notre échelle n'est pas la même, alors que sur bien des points, par contre, notre accord est pas loin d'être total. Tout à fait. Alors, en fait, c'est des questions géopolitiques. J'ai pris l'exemple romain parce que c'est un exemple de géopolitique erroné. Là, si on admet, et vous n'avez dit que vous n'étiez pas vraiment un souverainiste comme les autres, donc je prends acte, mais on prend les autres souverainistes. Si on admet que le schéma souverainiste s'impose, c'est-à-dire qu'en France, en Angleterre, dans tous les pays d'Europe, ce soit une démarche souverainiste qui triomphe avec donc, le principe d'une Europe qui revient à ces nations classiques souveraines, eh bien on retrouvera la géopolitique de tous ces pays. Or, la géopolitique de l'Angleterre, c'est faire de l'Angleterre le 51e État américain. Le peuple britannique n'est pas spécialement pro-américain d'ailleurs, mais ses élites le sont complètement. La stratégie de l'Espagne, c'est de viser l'Amérique du Sud. C'est-à-dire qu'effectivement, son vieil espace, ses anciennes colonies de l'Amérique du Sud. Le Portugal, ça va être l'Angola, ça va être le Mozambique. Et le Brésil, c'est des ambitions plus traditionnelles. Alors, l'Allemagne, elle, pose un problème, c'est que le souverainisme allemand est naturellement pan-germaniste et porté à dominer les Slaves, ce qui fait qu'il est un facteur de déstabilisation pour l'Europe. Quant à la Russie, son souverainisme, que l'on appelle eurasisme, est absolument catastrophique, puisque c'est la négation du caractère européen du peuple russe, sous prétexte qu'à partir du XVIe siècle, les Tsars ont réussi à s'emparer de toute la Sibérie. Et donc l'eurasisme s'est tourné vers la Chine, s'est tourné vers l'Inde, c'est-à-dire nier l'européanité du peuple russe. C'est ce que propose par exemple un certain Alexandre Dugin,
pape de l'eurasisme international qui propose ça. Et la France, alors. Eh bien, la France et la France-Afrique. Le souverainisme français amène au soutien à la France-Afrique systématique. Un exemple typique, j'ai vu sur Enquête et Débat, avec Sentier de Jean Robin. En quoi est-ce choquant? Je vais y venir. Donc, par exemple, François Asselineau, qui expliquait sur Radio Beurre FM, qu'il fallait globalement dire non à l'Europe, quitter l'Union Européenne, quitter l'euro. En revanche, il tenait un discours extrêmement favorable aux populations migrantes venues d'Afrique, comme une sorte de néocolonialisme à l'envers. La France-Afrique n'a strictement, excusez-moi, rien à voir avec la politique d'immigration. Absolument si. C'est même plutôt l'inverse. Non, c'est totalement lié. Ah ben non, je vous laisserai expliquer pourquoi. C'est parce qu'on n'a pas coupé les ponts à l'heure de la décolonisation avec l'Afrique qu'on a gardé des liens qui ont mené à ce phénomène migratoire à l'envers. C'est-à-dire qu'on a échoué à dire aux petits Maliens... C'est un amalgame. C'est tout à fait... Ah non, mais attendez, c'est tout à fait inverse. La politique France-Afrique, c'est une politique justement de développement en Afrique. C'est un soutien entre États et nations, c'est le principe de la souveraineté populaire, justement, et de l'indépendance nationale. C'est tout à fait l'inverse. Nous sommes là pour développer, pour aider au développement de ces pays, et nous considérons aussi qu'il y a un développement, je suis pour l'Euro-Méditerranée. Alors, moi, j'ai un peu le sentiment que ce développement de l'Afrique tel que vous proposez, et c'est la seule solution. S'apparente au tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire que, alors que les phénomènes démographiques de l'Afrique... Tonneau des Danaïdes, permettez-moi de le dire, pour le moment, c'est les politiques européennes, de la Banque européenne centrale, qui soutient des pays qui ne sont plus soutenables, et ça, ce sont des milliards. Ça, c'est la politique tonneau des Danaïdes. Alors, ça, il y a deux aspects. Vous visez la Grèce notamment par rapport à la Centre-Marque, et bon, je vais vous dire les choses très, très clairement. L'État grec a fait effectivement n'importe quoi depuis des années. Les États européens le savaient, puisque quand les États ont accepté que la Grèce rejoigne la zone euro, c'était un secret de polichinelle, on savait que la Grèce avait plein de problèmes. Évidemment, ça n'a pas été évoqué. Effectivement, on paye les prix de cet aveuglement-là. Maintenant, si on me demande le choix entre donner de l'aide aux Grecs aujourd'hui ou envoyer une énième aide à l'Afrique, je donnerai aux Grecs. C'est pas du tout les mêmes montants. Alors, c'est pas forcément les mêmes montants. Quand on avoir l'Espagne, l'Italie, l'Irlande, alors ça, vous avez la France aussi. Oui, mais ça, c'est effectivement, c'est le principe des dominos. C'est-à-dire qu'effectivement, si on cède sur la Grèce, c'est le Portugal qui sera attaqué la prochaine fois, puis tout le monde finalement sera attaqué. Pas du tout sur les mêmes masses que l'aide. Non, on est d'accord, mais l'aide à l'Afrique, elle est multiple. Elle n'est pas forcément la forme simplement d'une aide directe. Excusez-moi, mais de toute façon, je ne vois vraiment pas comment vous pouvez lutter contre l'immigration autrement que par le développement des pays, des nations d'où viennent cette immigration. Là, il va falloir expliquer. Parce que je pense que c'est les réseaux chinois. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ce sont les réseaux chinois qui vont payer un petit peu actuellement, ils ont tous les avantages de l'Afrique sans les inconvénients. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire de l'argent en Afrique, traiter les Africains pas forcément comme leurs égaux, on va dire, pour être gentil, j'ai des expressions plus dures. Bon, et effectivement, les Chinois, ils ont tous les avantages, et c'est nous qui payons les inconvénients. Donc c'est pas mal pour les Chinois. Non, moi je pense que dans cette affaire, on croit qu'on résout un problème migratoire en se disant on va les aider chez eux, donc ils ne viendront pas. Mais d'abord, le temps que l'aide puisse payer, ils viennent. Et donc peut-être qu'au moment où on pourrait encore où le développement commencerait à émerger, mais de toute façon on serait plus capable de les aider à émerger. Les problèmes démographiques sont toujours les mêmes. Si vous regardez la démographie des pays africains, elle est colossale. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Je suis d'accord qu'on peut rien y faire là-bas, mais ce n'est pas une raison parce que là-bas on peut rien y faire qu'ici on doit en accepter les conséquences. Et moi je crois que de toute façon les conséquences, si on continue dans cette optique-là, c'est peut-être pas l'Europe que je souhaite qui va avoir lieu, malheureusement, mais peut-être autre chose dont personne n'a envie. Aider au développement des pays africains n'a strictement rien à voir avec le fait d'adhérer à la politique migratoire, c'est même tout à fait la même. Si Nicolas Stocker peut prendre la parole, et alors Nicolas Stocker a 6 minutes de retard, voire 7, donc vous pouvez y aller franchement. Non, c'est comme ça. Écoutez, non, là je m'inscris en faux. Justement, les aides bilatérales. L'Europe que je défends, qui d'ailleurs n'est pas européenne, je défends la politique de la France et l'intérêt supérieur de la France en tout domaine. Voilà, c'est-à-dire que je défends au niveau national, au niveau français, ce que vous souhaitez probablement au niveau européen. C'est-à-dire que les intérêts de la France, les intérêts des Français avant tout. Et si, dans certains... Donc je suis totalement athée, vous voulez tout savoir, sur la question européenne. S'il est intéressant dans tel domaine de faire une alliance avec tel et tel pays européen, il faut le faire. Si, dans un autre domaine, il faut aller s'allier, parce que c'est dans l'intérêt supérieur du pays, avec
certaines nations du Moyen-Orient, certaines nations de l'Asie, certaines nations américaines, certaines nations d'Afrique. Faisons-le. Nous devons le faire systématiquement. Et c'était, je crois, la perspective gaullienne, plus encore que gaulliste, puisque le gaullisme est en effet daté historiquement. Mais l'idéal et l'idée du général de Gaulle, c'était en tout temps, en tout point, défendre, et d'ailleurs, l'intérêt de la France. Ce qui fait qu'on peut d'ailleurs, les européistes comme les anti-européens, se déchirent sur qu'est-ce que pensait le général de Gaulle de l'Europe. Alors il y a ceux qui disent il y avait de Gaulle avant le plan Fouché, et puis de Gaulle après le plan Fouché. Vous avez un de Gaulle qui est pour l'Europe, puis un de Gaulle qui n'est plus pour l'Europe. Un de Gaulle qui ne veut pas de l'Angleterre dans l'Europe, mais qui par contre veut l'alliance franco-allemande. Et en fait, je crois que là, ce sont des querelles tout à fait byzantines et sans intérêt. En réalité, de Gaulle, et il évoluait avec les intérêts de son pays, puisqu'il n'avait à l'esprit que des réalités, qu'un rapport de force, et ce rapport de force était national, de toute façon. Il ne pouvait être que national. En France en particulier, cette nation, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de l'Allemagne, a une nécessité d'un État régalien fort, je dis bien régalien. Donc, une fois, il ne s'agit pas d'un État qui s'occupe de tout et de n'importe quoi. En tout cas, sur ces grandes missions régaliennes, dont évidemment les missions de patrimoine, parce que c'est une des grandes problématiques, une des dérives magistrales de l'Europe d'aujourd'hui, c'est indéniablement la politique monétaire. J'étais favorable parce que c'était dans l'intérêt de la France, rien que sur le risque de change, d'une monnaie commune. Je suis favorable à la monnaie commune, ce qui n'est pas le cas de tous les autres pays. Je ne suis pas favorable à un retour immédiat au franc, contrairement à un certain nombre de souverainistes aussi. D'accord. Je considère que ce n'est pas dans l'intérêt immédiat de la France, parce que pour quitter une monnaie unique, si vous quittez une monnaie unique, vous aurez une forte dévaluation. Alors, vous avez l'exemple argentin qui est donné par un certain nombre de souverainistes, mais qui n'est pas un bon exemple. Parce que l'exemple argentin est un exemple où, au regard des partenaires de l'Argentine et du tissu industriel de l'Argentine, c'est une courbe de Gauss inversée. Vous chutez dans un premier temps et puis vous remontez la pente. Mais là, en France, ce ne sera pas le cas, puisque 40 ans d'une politique finalement antinationale a conduit la France à ne plus avoir d'industrie. Je suis contre la préférence européenne aussi, et je vais vous dire pourquoi. Je suis contre la préférence européenne et je suis pour la préférence nationale. Parce que le principal déficit, c'est avec l'Allemagne que nous l'avons. C'est pas avec la Chine, c'est pas avec l'Inde, c'est avec l'Allemagne. Nous sommes extrêmement déficitaires, notre balance est déficitaire avec l'Allemagne. Donc une préférence nationale, c'est évident. L'intérêt du pays, encore une fois, en tout point. Donc ce n'est pas quitter la zone euro, ce n'est pas quitter les institutions européennes, je m'inscris en faux aussi avec les souverainistes par rapport au fait de quitter les institutions européennes. Il faut faire ce que De Gaulle a fait, qui a donné lieu ensuite au compromis de Luxembourg. Je suis pour la politique de la chaise vide. C'est-à-dire, je suis pour l'Europe à partir du moment où elle sert les intérêts de la France. Si votre Europe, que vous défendez là, servait les intérêts de mon pays, je serais totalement favorable à votre Europe. À partir du moment où vous changez non seulement d'échelle, mais vous changez aussi, et de paradigme, mais vous changez aussi pour qui est faite cette Europe. Elle est faite pour le peuple européen. Tout à fait. Moi, je n'ai aucune raison particulière. J'avoue que mon attachement, qui est au-delà d'une parenté, qui est un vouloir vivre ensemble, au sein de frontières reconnues, la France, est le seul attachement véritable que je partage avec, je pense, une grande majorité de Français aujourd'hui. Alors, je vais essayer d'être relativement bref pour vous donner la parole de manière équitable. Donc, moi, je pense que ce que vous dites là, je suis assez d'accord avec la nature de vos propos sur le fond. Sur la forme, évidemment, je ne suis pas d'accord, je vais vous dire pourquoi. Bon, sur la France-Afrique, vous m'avez maintenu l'idée qu'elle n'était pas liée au flux migratoire. Je vais vous donner deux exemples qui invalident, à mon avis, vos propos. Le premier, c'est qu'il faut savoir que, par exemple, pour acquérir la nationalité française, il y a des facilités qui sont données aux personnes d'origine africaine, ou en disant des anciennes, plutôt précisément des anciennes colonies, au titre de la, je ne dis pas de bêtises, c'est de la réintégration. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes un Algérien né avant 1962, vous avez le droit, au titre de la réintégration, à devenir français, sans avoir d'autres motifs que celui-là. On voit bien que le lien colonial n'a pas du tout été revu.
Il n'a pas été rompu parce qu'effectivement... C'est parce que c'est l'histoire, encore une fois. Non mais attendez, je suis d'accord, mais on n'est pas obligé, dans l'histoire, de tout accepter comme si c'était un héritage, comment dire, alors voilà, vous avez des dettes de ces côtés-là, vous avez l'avantage là, vous Oui, prenez le tout. problème, c'est que dès que quelque chose ne vous convient pas dans l'histoire, vous Non mais éliminez vous savez, tout le l'histoire, reste. vous avez fait une relecture de l'histoire comme si la France existait depuis 2000 ans. Or, Vercingétorix n'a pas créé la France, et il n'y a pas de peuple gaulois, puisque c'est un terme que les Romains ont donné aux habitants de la zone qu'ils ont réussi à occuper. De l'Irlande jusqu'à la Pologne, et de l'Espagne jusqu'à l'Italie du Nord, la fameuse Gaule cisalpine qui comprenait tout l'acte de Lombardie, le Piémont, etc. C'était des notions de tribus, reliées par la langue, par la culture et la religion, le druidisme, et qui donc se sentaient un seul. Une nation, c'est une identité, ce qui fait que toute une vie durant, vous vous reconnaissez dans un miroir. Vous évoluez, vous changez. Vous évoluez entre le moment où, entre le plus jeune âge et le grand âge. Et pourtant, il y a toujours cette identité. Alors, en effet, les frontières ont changé, un certain nombre de choses ont changé, mais par contre, ce qu'on appelle la conscience de soi, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel, extraordinaire, psychique, qu'on appelle la conscience de soi, qui est aussi la conscience nationale. Vous ne pouvez pas vous asseoir dessus. Mais justement, on croit que c'est quelque chose de très ancien. Jusqu'au XIXe siècle, quasiment, même en France, pour des raisons de patois, pour des raisons de tradition spécifique, il n'y a pas eu de sentiment commun. Bien sûr, ça a commencé avant, on ne peut pas dire que c'est... Sous Jeanne d'Arc déjà, la guerre de 100 ans, la manifestation première, commence une conscience française, une conscience anglaise, par la confrontation. C'est vrai. La Révolution française est également aussi une prise de conscience d'un caractère spécifique qu'on ne trouverait pas de l'autre côté de la frontière. Mais vous êtes extrêmement tributaire de toute l'éducation nationale à partir de la fin du XIXe siècle, qui a relu l'histoire de France à partir du résultat pour supposer que c'était un déterminisme absolu, qu'on pouvait arriver que là. Moi je vous dis, ni Vercingétorix, ni Clovis, ni Charlemagne, encore moins Charlemagne, ni Capet n'ont créé la France. Ce n'est pas ma question sur la notion de conscience nationale. Ben, la conscience nationale, c'est le 19e Et siècle. qu'il n'existe pas de conscience européenne. C'est le 19e siècle. Vous croyez qu'il existe une conscience européenne? Et il existe au moins une conscience européenne plus ancienne que la conscience nationale. Parce que vous savez, il y a un ouvrage de Anne-Marie Thiès qui s'appelle La création des identités nationales, 18e siècle, 20e siècle. Elle démontre dans son ouvrage le caractère extrêmement récent de la construction nationale, de l'identité nationale, qu'elle soit française, allemande ou italienne. Or, l'Europe existait avant. Moi, j'ai lu des passages de Rousseau, de Voltaire et de bien d'autres parlant de République européenne. Napoléon Ier, lui-même, qu'on imagine comme le plus français des Français, a écrit à Sainte-Hélène qu'il était pour une République européenne, comme une sorte de nation européenne. Il n'utilisait pas le terme, mais c'était à peu près synonyme. Et les exemples sont extrêmement nombreux, Victor Hugo et tant d'autres. Et les plus français des Français ont toujours été pro-européens. Et c'est ça le paradoxe. Et d'une certaine manière, le souverainisme, dont vous n'êtes pas, et ça je compris à votre discours très clairement, le souverainisme va amener à la négation de l'européanité de la France. C'est pour ça que je l'ai lié à la question des flux migratoires et à la question de la France-Afrique. C'est-à-dire que si on veut réeuropéaniser la France, il faut que la France fusionne dans l'Europe. C'est la seule façon possible de retrouver finalement la France qu'on aime et qu'on a aimée. En tant qu'État, elle cessera d'exister. En tant qu'identité, comme toutes les autres identités des voisins européens, elle continuera d'exister, bien évidemment. Moi, je parle français, je continuerai à parler français, je parlerai peut-être anglais ou allemand ou une nouvelle langue unitaire au niveau européen, mais c'est quelque chose qui sera conservé. Il sera mieux conservé dans une Europe-nation que dans l'État-nation français classique. La langue n'est pas le facteur discriminant numéro 1, on est d'accord. La conscience de soi est antérieure même au fait de parler une langue. Vous pouvez parler un français très approximatif, mais vous sentir français. C'est quelque chose d'extrêmement mystérieux qui dépasse même le politique, qui s'appelle en effet la conscience nationale. C'est un fait indépassable. C'est un grand archétype. Cette conscience européenne, aujourd'hui, je ne la vois nulle part. Si ce n'est en effet chez quelques esprits, des beaux esprits, des esprits éclairés, vous avez absolument raison. Ils n'ont pas, semble-t-il, réussi à faire partager cet idéal à la grande majorité de leurs compatriotes. C'est un fait. Alors, pour vous dire, vous avez fondamentalement raison par rapport à vos propos, mais je crois qu'en fait, on pense que les Européens, le peuple européen, au sens strict, est peu européen. En fait, ce sont ces élites qui ne sont pas européennes, les élites actuelles. Elles ne sont pas. Non, mais les élites actuelles, qui ne sont pas les élites du passé. Les élites actuelles ne se sentent absolument pas européennes. Ils disent le contraire, oui. Mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord, ce sont des faussaires. J'utilise le terme avec est assez fort. Ce sont des faussaires de l'idée européenne. Mais la vraie idée européenne n'est pas ça. Moi, je pense que l'Europe, telle que je la conçois, peut résoudre des problèmes que l'État français n'a pas réussi à résoudre pour les Français.
Donc simplement, effectivement, c'est l'acceptation que la souveraineté politique disparaît. On l'accepte, mais l'identité va toujours rester. Et j'irai même plus loin, parce que vous dites que la langue n'est pas un facteur, effectivement, d'identité. Et vous avez raison, la langue n'est pas un facteur essentiel. Ça en fait partie, c'est partie des critères. Mais je vais vous donner un exemple. L'Europe, pourquoi est-ce que l'Europe existe et que finalement, si vous niez l'identité européenne, eh bien vous niez l'identité française, c'est que si vous prenez la différence entre on va prendre un exemple caricatural, mais presque, un Irlandais et un Géorgien du Caucase. Hein. La différence entre un Irlandais et un Géorgien du Caucase est, au niveau linguistique et même au niveau génétique, à peu près équivalente à la différence entre un Breton et un Basque. Pourquoi un Breton et un Basque pourraient faire partie d'une même nation, alors qu'un Irlandais et un Géorgien ne pourraient pas, alors que ces distances génétiques et culturelles et humaines est si faible. Alors que ces distances, en revanche, si on change d'échelle, si on quitte l'Europe et on regarde les autres continents, ça change complètement de perspective. C'est toute la différence justement entre le principe identitaire et le principe de conscience. Ce n'est pas la même chose. C'est étrange, mais c'est ça. Une conscience, avoir conscience de quelque chose ne signifie pas. Vous êtes quelqu'un en effet très érudit, un historien de grande qualité, vous faites des convergences qui se tiennent. Et néanmoins, vous passez à côté. Alors, est-ce que c'est un petit peu cette logique, vous savez, des fractales dans la physique, qui fait que des multiples possibles, il y a un possible qui s'est réalisé, et ce possible a donné lieu aux États-nations. Il aurait pu donner lieu à autre chose. Ce ne fut pas le cas. À moins que, comme Maurras, vous pensiez que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, et que les vainqueurs ont voulu à un moment donné l'État-nation plutôt qu'autre chose. Maintenant, pour votre Europe, pas méchamment, mais ça me fait un peu penser aussi, quand vous dites l'élite n'est pas vraiment européenne, ça me fait penser un peu au sketch de Coluche, plus blanc que blanc. Alors plus blanc que blanc, on disait mais c'est gris. Alors plus européen, plus européiste que Jean-Claude Trichet, plus européiste en France, on va dire, que Giscard, Barnier, Bayrou. J'ai du mal, je pense que là on est vraiment dans une surenchère. Ils veulent tous l'Europe politique aujourd'hui, ils se dévoilent, on revient un petit peu à ce qui était le début de notre débat, ils ont voulu depuis le début cette Europe, sauf qu'ils n'ont pas votre candeur, ils jugent eux qu'il fallait louvoyer, parce qu'ils voyaient bien, parce qu'eux faisaient de la politique en direct et de la politique électorale, ils savaient très bien que sur un projet tel que le vôtre, ils auraient été extrêmement minoritaires, ils auraient été rejetés. Donc, ils ont avancé masqués, et aujourd'hui, et vous verrez, dans quelques années, ils vous rejoindront dans vos conceptions, mais qui ne sont néanmoins, en tout cas par rapport à l'attachement national, pas les miens. Nicolas, encore un peu de retard, donc encore 3 minutes, et puis après il sera le temps de conclure. C'est pas grave, parce que j'ai un peu de retard, ça me dérange pas, j'ai pas plus à dire. Bon, alors allez-y. Alors je vous remercie de ce petit don de minutes. Non, mais très sincèrement, ce que vous dites me parle, de toute façon je vous le dis très sincèrement, parce que je vois qu'il y a de la conviction et surtout du réalisme. Maintenant, ma conviction par rapport à ce que vous dites là, je suis assez d'accord sur Giscard d'Estaing, je vais en parler un petit peu parce que c'est quelque chose d'intéressant. C'est que je pense que lui, par contre, a été mal compris. Alors, il en est responsable en partie, parce que, par exemple, vous parliez de la Constitution Giscard. Mais si Giscard avait été écouté, avait mis les principes qui auraient été les siens, et qu'il n'a pas pu défendre, même quand il était président, eh bien, ce serait très différent. Il ne faut jamais oublier que Valéry Giscard d'Estaing n'est pas un européiste simplement par politique. C'est un européiste par identité aussi. Mais lorsqu'il était président, il n'a pas réussi, il en a été empêché, à affirmer réellement ce caractère européen. Je vais vous donner 2 exemples qui sont cités par quelqu'un qui s'appelle Patrick Veil, qui est spécialiste des questions de nationalité. Il faut savoir, et je ne savais pas, que Valéry Giscard d'Estaing, en 1978, a mis en place un projet de remigration des travailleurs nord-africains. Comment dire? Parce qu'il estimait qu'avec le chômage et du fait 10 000 francs, c'est ça, avec 10 000 francs, vous retourniez. Alors, l'idée de départ était même plus dure que ça, il voulait exiger des pays émetteurs qu'ils acceptent de reprendre les leurs sans discuter. Et puis progressivement, le conseil. Un billet d'avion sans retour. Non, mais c'est de la caricature, ce que vous me dites là. Ce que je veux dire, c'est que la question n'est pas de savoir s'il avait raison ou tort, mais la question, c'est que lui, il pensait l'Europe. C'est l'homme du regroupement familial aussi. Oui, mais le regroupement familial, il voulait le faire pour les Européens. Et quand il a vu que c'était pas les Européens qui en bénéficiaient, il a voulu arrêter tout. Pourquoi ne l'a-t-il pas arrêté? Parce que le Conseil constitutionnel en a empêché. Et qu'il n'a pas eu le courage politique peut-être, mais il n'avait pas les moyens non plus d'aller plus loin. Je ne dis pas que ce qu'il a fait était positif ou négatif, je dis que c'est un exemple où il pensait que l'Europe était autre chose que sa construction politique,
qu'il y avait pour lui un peuple européen au sens strict, qu'il y avait une différence entre le migrant européen qui vient chez nous et le migrant non européen. Alors évidemment, ce que je dis là est assez provocateur, et pourtant, c'est Valéry Giscard d'Estaing, qui était président de la République, que personne ne suspectera d'extrémisme qui voulait faire cela. Et la réconciliation avec Helmut Schmidt, aussi avec l'Allemagne, est très forte. De même que le couple de Gaulle. Parce que c'était l'intérêt de la France à un moment. Parce qu'il y avait plus que cela. Il y avait plus que l'intérêt de la France. Mais ce que je suis d'accord avec vous, c'est que cette vision européenne que je défends, pour l'instant, est minoritaire. Et j'espère, et c'est l'occasion de ce genre de débat, qu'elle devienne à terme majoritaire. Et je pense qu'elle le sera. Une question que je souhaiterais vous poser pour la conclusion de ce débat qui me tient à cœur, je ne dirais pas que ça pourrait me convaincre, mais en tout cas ça pourrait peut-être faire avancer notre débat et le faire avancer intelligemment. Finalement, on parlait de conscience, s'il existait une conscience européenne. Derrière la notion de conscience, vous avez la notion psychologique. Lacan parlait de trait unaire. Un trait unaire, c'est quelque chose qui fait la conscience et qui fait tenir ensemble une identité et qui la fait tenir dans le temps. Parce que la conscience, c'est ça. C'est-à-dire que vous changez, mais vous avez toujours la même conscience de vous, malgré le temps qui passe, malgré l'évolution, malgré les changements. Quel serait alors ce trait unaire, donc ce point qui ferait la conscience européenne? Qu'est-ce que ce serait? Vous dites l'Europe. Je vous estime trop pour relancer ce que De Gaulle disait sur les européistes, l'Europe, les cabris, l'Europe. Vous dites beaucoup l'Europe, mais qu'est-ce qui ferait cette conscience européenne? Est-ce qu'il y a quelque chose, un point vraiment fort, un point d'ancrage? Par exemple, la question turque, pourrait-elle permettre justement de définir, alors peut-être pas comme Clausewitz voulait, par le discriminant, ami-ennemi, définir une identité et conscience, parce qu'à mon avis d'ailleurs ce n'est pas une bonne manière de voir les choses, parce que c'est une manière de battre en guerre, c'est une manière guerrière que la logique de Clausewitz. Mais est-ce que néanmoins au travers la Turquie, est-ce qu'on pourrait dire que l'Europe c'est à vos yeux un club chrétien? Alors, c'est une très bonne question. C'est un club pagano-chrétien. Merci. Parce que je ne nierai pas les racines communes. Vous aimez les paradoxes. Voilà, non, parce que c'est ce qu'on appelle la double foi aussi, la dvoye verrier. C'est-à-dire que le christianisme est bâti sur le paganisme antérieur et que tous les paganismes d'Europe sont apparentés d'une même origine. Rome est une ville éternelle aussi dans ce cas-là, c'est ça? Mais elle est toujours debout. Mais est une ville éternelle. Oui. Et donc vous avez raison, évidemment, la prise de conscience de l'Europe, elle se fait aussi par le rapport ami-ennemi que vous dites, ou par le rapport simplement à l'autre, qui n'est pas forcément un rapport d'opposition ou d'inimitié, mais qui est un rapport de prise de conscience de la différence. Et la prise de conscience de la différence fait ressortir l'appartenance commune de tous les Européens à un même ensemble homogène. Et autre chose, et bien après sinon, mais effectivement, comme la France l'a fait au 19e et 20e siècle avec l'éducation, c'est aussi un travail d'éducation. Donc est-ce que c'est un empire chrétien, l'Europe, à vos yeux? Les Albanais sont européens, ils sont principalement musulmans, les peuples les Tchétchènes sont européens aussi pour moi, ils sont principalement musulmans. Parce que ce qui est avant le christianisme, avant l'islam, c'est ça qui nous unit. Donc le christianisme, si on peut dire, est par défaut un ciment européen, parce que c'est ce qui est en dessous qui le fait, ce ciment. Vous savez, on parle souvent de nos origines judéo-chrétiennes et gréco-latines, souvent. Alors déjà, on dit toujours judéo-chrétien, alors ça c'est typiquement politiquement correct, hein, vous savez. On ne dit pas c'est chrétien, on dit c'est judéo-chrétien, parce que ça passe mieux. Si on disait que c'était chrétien, ça passerait pas. Et puis on ajoute tout de suite, parce que même ça pose encore le problème de l'islam, on dit il y a aussi le gréco-latin. L'Europe, s'il existe bien une identité européenne fondée sur quelque chose de concret aujourd'hui, si indéniablement c'est un club chrétien, et c'est éventuellement un moyen, non peut-être pas, je ne m'aventurerai pas bien au-delà de faire un fédéralisme européen, probablement pas, mais un club, comme il existe un Rotary Club, un Lions Club, eh bien on dirait qu'il y a un certain nombre d'intérêts communs, d'intérêts convergents qui peuvent nous amener à discuter ensemble, à aller vers une Europe à géométrie variable, une Europe concrète, une Europe des peuples, une Europe des nations. Alors, je vais faire dire juste brièvement par un côté mythologique. Pour conclure. Voilà, pour conclure. Donc effectivement, quand je parlais des racines païennes de l'Europe, parce que c'est comme ça que je les conçois, il ne faut pas oublier qu'Europe, c'est au départ le nom de la déesse Déméter, la terre-mère par excellence, c'est le cas près de Thèbes, une ville qui s'appelle Livadia en Grèce aujourd'hui. C'est Déméter europée. Donc ce n'est pas la maîtresse de Zeus, mais l'épouse de Zeus. Et donc que nous, les Européens, nous sommes finalement les fils de Zeus.
Puisque C'est pas une sœur de... La tradition mythologique classique la considère comme une princesse phénicienne ou crétoise. Mais en fait, on se rend compte, quand on fait la comparaison indo-européenne et l'étude des mythologies anciennes européennes, et on se rend compte de cela. Donc l'Europe, c'est la terre par excellence. Et Elle a donné Minos, l'Europe, c'est ça? Elle a aussi donné Minos. Donc c'était pour finir sur une note mythologique, c'est que voilà, l'Europe... Et le Minotaure. Voilà, l'Europe unit les fils de... C'est un peu ça, votre Europe, finalement, vous nous proposez. Non, c'est Poséidon. C'est le labyrinthe. C'est Poséidon. C'est le labyrinthe. Il ne faut pas confondre la famille. Là, si vous parlez d'une créature de Poséidon. Non, mais là, nous sommes les fils de Zeus, nous ne sommes pas les fils de Dieu. Voilà. Messieurs, merci beaucoup.